Je m'appelle Élodie, et mon mari, Louis, et moi venons de nous installer dans un nouvel immeuble, situé dans un quartier calme et pittoresque de la ville. C'était notre premier véritable chez nous, un petit appartement au 3e étage, avec des fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres. Dès que nous avons posé nos cartons, j'ai ressenti une sorte de soulagement, comme si nous avions enfin trouvé notre nid. L'appartement était charmant, avec ses murs aux teintes douces et ses planchers en bois ancien qui craquaient légèrement sous nos pas. Mais ce qui nous a tout de suite plu, c'était le silence apaisant qui régnait dans l'immeuble. Pas de voisins bruyants, pas de circulation dense, juste un calme presque surnaturel. Cependant, un détail me troublait dès le départ. L'appartement juste à côté du nôtre, le 4B, semblait toujours silencieux. Trop silencieux. Je ne me souviens même pas d'avoir entendu une porte se fermer ou une voix s'élever derrière ce mur. Mais à ce moment-là, je n'y ai pas prêté plus d'attention. Après tout, avoir des voisins discrets, c'est une bénédiction, non? Louise et moi nous disions que peut-être les occupants étaient souvent absents ou qu'ils étaient simplement des gens très réservés. Les jours passaient, et nous nous occupions à déballer nos affaires, à organiser notre nouvel espace de vie. La vie reprenait son cours normal. Mais malgré cela, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs vers la porte du 4B chaque fois que je passais devant, curieuse, mais sans raison apparente. Quelques semaines après notre emménagement, j'ai commencé à remarquer des détails qui m'ont mise mal à l'aise. Chaque fois que je croisais un voisin dans le couloir ou dans l'escalier, je tentais de lancer une conversation légère, histoire de me familiariser avec l'immeuble. Mais dès que je mentionnais l'appartement 4B, je sentais un malaise palpable. Soit les gens changeaient rapidement de sujet, soit ils prétendaient ne rien savoir. C'était comme si cet appartement n'existait pas pour eux. Un jour, en passant devant la porte du 4B, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une pile de lettres, jaunies par le temps, était coincée sous la porte, comme si personne ne les avait ramassées depuis des mois. Pourtant, de temps en temps, je croyais entendre des bruits provenant de l'intérieur, mais ces sons étaient si faibles que je n'étais jamais sûr de leur origine. C'est cette même semaine que les nuits ont commencé à devenir perturbantes. Louise et moi étions profondément endormis quand j'ai été réveillé par un bruit léger, un grattement sourd, comme si quelque chose frottait contre le mur qui séparait notre chambre de celle du 4B. Au début, j'ai pensé que c'était un simple bruit de la vieille structure de l'immeuble, mais quand les sons ont évolué en sifflements presque humains, j'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. Louis a d'abord essayé de me rassurer en disant que c'était sûrement des tuyaux ou des souris dans les murs. Mais plus les nuits passaient, plus ces bruits se faisaient fréquents, et je voyais bien que lui aussi commençait à s'inquiéter. Pourtant, malgré notre malaise grandissant, nous n'osions pas encore frapper à la porte du 4B. Une part de nous voulait simplement ignorer l'évidence et continuer à vivre notre vie. Mais l'angoisse montait peu à peu, et je savais que nous ne pourrions pas rester passifs très longtemps. Les nuits suivantes sont devenues de plus en plus éprouvantes. Chaque fois que j'essayais de fermer les yeux, j'avais l'impression que les bruits provenant du 4B s'intensifiaient. Ce n'étaient plus seulement des grattements ou des sifflements, mais aussi des murmures indistincts, comme si quelqu'un parlait juste derrière le mur, mais que les mots étaient engloutis par l'épaisseur des cloisons. Une nuit, j'ai même cru entendre un cri étouffé, ce qui m'a fait me redresser d'un bond dans le lit. Louis, visiblement aussi troublé que moi, m'a serré dans ses bras, essayant de me rassurer. « C'est probablement le vent », a-t-il murmuré, mais je pouvais lire la peur dans ses yeux. Nous avons passé le reste de la nuit en silence, chacun perdu dans ses pensées sombres. Le jour suivant, j'ai tenté une fois de plus de discuter avec nos voisins,
mais dès que j'évoquais le 4B, les gens se refermaient comme des huîtres. Une vieille dame qui habitait au 2e étage a simplement hoché la tête, les yeux fuyants, et a murmuré quelque chose à propos de mauvaises ondes avant de s'éloigner précipitamment. Face à cette ambiance oppressante, Louis et moi avons décidé qu'il était temps de confronter nos mystérieux voisins. Nous nous sommes avancés, nerveux, jusqu'à la porte du 4B. Louis a frappé plusieurs fois, mais il n'y a eu aucune réponse. L'appartement semblait complètement vide. Pourtant, je pouvais sentir une étrange vibration dans l'air, comme si quelque chose d'invisible se mouvait derrière cette porte close. Nous avons fini par redescendre chez nous, déconcertés et un peu honteux de notre propre peur. Mais cette nuit-là, les bruits ont atteint un nouveau sommet. C'était comme si des dizaines de pas précipités résonnaient sur le sol du 4B, accompagnés de murmures frénétiques. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas et que notre tranquillité n'était plus qu'un lointain souvenir. Une nuit, après que les bruits dans le 4B soient devenus insupportables, Louise et moi avons finalement décidé d'appeler la police. Nous étions épuisés et terrifiés, convaincus qu'il se passait quelque chose de vraiment sinistre derrière cette porte. Les agents sont arrivés rapidement, et après avoir écouté notre récit, ils ont décidé de forcer l'entrée de l'appartement. Quand la porte du 4B s'est finalement ouverte avec fracas, une odeur de renfermé et de poussière nous a envahi les narines. Louise et moi avons hésité à entrer, laissant d'abord les policiers explorer les lieux. À notre grande surprise, l'appartement était totalement vide. Il n'y avait aucun meuble, aucune trace de vie récente. Seule une épaisse couche de poussière recouvrait le sol, trahissant des années d'abandon. En fouillant plus avant, les policiers ont trouvé des signes troublants, des objets renversés comme si quelqu'un avait quitté les lieux en hâte, des empreintes de pas qui semblaient se perdre en plein milieu du salon, et des murs marqués de griffures profondes. Mais ce qui m'a le plus glacé le sang, c'est la découverte d'un vieux journal intime, couvert de moisissures, posé dans un coin de la pièce. L'un des policiers a commencé à feuilleter les pages jaunies, et ce qu'il a lu a fait pâlir son visage. Les derniers écrits évoquaient des murmures dans les murs, des présences invisibles et des nuits interminables de terreur. Le dernier paragraphe était à peine lisible, comme griffonné dans une panique désespérée, mais les mots « ils ne partent jamais » étaient clairement lisibles, encerclés plusieurs fois par des traits de crayon nerveux. Alors que nous quittions l'appartement, un des anciens locataires de l'immeuble, un homme âgé qui vivait là depuis des décennies, nous a interceptés dans le couloir. D'une voix tremblante, il nous a raconté que le 4B était vide depuis près de 10 ans, depuis la mystérieuse disparition de l'ancien occupant, un homme solitaire que personne ne connaissait vraiment. Mais selon lui, quelque chose d'autre avait pris sa place depuis, quelque chose qui ne pouvait être vu, mais qui faisait sentir sa présence d'une manière que seuls ceux qui y habitaient pouvaient comprendre. En sortant de l'immeuble cette nuit-là, une seule pensée m'obsédait. Et si ce que nous avions entendu n'était pas seulement des bruits de la vieille structure, mais bien les échos de ce qui s'était passé dans cet appartement il y a des années? Après la découverte dans le 4B, Louise et moi étions convaincus qu'il fallait quitter cet immeuble le plus vite possible. Pourtant, pour une raison que je ne m'expliquais pas, nous avons décidé de rester une dernière nuit, juste pour régler nos affaires et organiser notre départ. Cette décision allait se révéler être une terrible erreur. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Louis dormait profondément à côté de moi, mais quelque chose dans l'air de notre chambre semblait différent.
Il régnait un silence oppressant, un calme si profond qu'il en devenait assourdissant. Puis, sans crier gare, les bruits ont commencé. D'abord faibles, comme des chuchotements au loin, puis de plus en plus forts, jusqu'à devenir des coups violents contre les murs, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait désespérément à entrer. Je me suis précipité pour réveiller Louis, mais avant même que je puisse le toucher, j'ai senti une présence glaciale derrière moi. J'ai tourné la tête lentement, et là, dans l'ombre près de la porte de notre chambre, j'ai aperçu une silhouette indistincte, noire comme la nuit, qui semblait m'observer. Terrifié, j'ai hurlé pour réveiller Louis, mais il ne réagissait pas, comme s'il était plongé dans un sommeil trop profond, trop anormal. Les coups sur les murs se sont intensifiés, résonnant dans tout l'appartement, et cette silhouette a commencé à se rapprocher lentement, me paralysant sur place par une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Dans un élan de panique, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la police. Mais ma voix tremblait tellement que j'avais du mal à articuler. Pendant que j'essayais de décrire ce qui se passait, j'ai entendu un murmure proche de mon oreille, un souffle glacé qui murmurait mon nom. C'était la voix que j'avais entendue tant de nuits à travers les murs, mais cette fois, elle était là, tout près de moi. Quand j'ai enfin réussi à secouer Louis et à le réveiller, il a vu la peur dans mes yeux et n'a pas posé de questions. Nous avons pris le minimum de nos affaires et nous sommes précipités hors de l'appartement, laissant tout le reste derrière nous. Pendant que nous descendions les escaliers, les bruits ont soudainement cessé, comme si quelque chose avait compris que nous partions pour de bon. En quittant l'immeuble pour la dernière fois, j'ai jeté un dernier regard vers la porte du 4B. Elle était entr'ouverte, mais je n'ai pas osé m'approcher. J'avais l'impression que si je franchissais à nouveau ce seuil, je ne ressortirais jamais. Louise et moi avons déménagé le lendemain sans jamais nous retourner. Je m'appelle Henri et je vis une vie tranquille et solitaire. J'ai toujours préféré le calme, loin des grandes foules et des regards indiscrets. Quand j'ai emménagé dans cette petite rue résidentielle à la périphérie de la ville, je me suis dit que j'avais enfin trouvé l'endroit parfait. Mes journées se ressemblaient. Boulot, retour à la maison, un bon livre ou un film, et souvent, la lumière s'éteignait avant même que je m'en rende compte. Cela a changé il y a environ 3 semaines, quand un nouveau voisin est arrivé. Jean-Pierre, un homme d'une 40aine d'années, sympathique au premier abord, peut-être un peu trop. Lors de notre première conversation, il m'a abordé avec un grand sourire, m'invitant à partager un café chez lui. J'ai accepté par politesse, même si je préfère d'habitude garder mes distances. La conversation était ordinaire au début. On a parlé du quartier, des voisins, des petits problèmes du quotidien. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il semblait connaître des détails sur ma vie privée que je n'avais jamais partagés avec qui que ce soit dans ce quartier. « Tu aimes vraiment le café noir, n'est-ce pas, Henri? Je te vois souvent en préparer un le matin, toujours à 8 heures pile. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Comment savait-il cela? Ce n'était pas le genre de choses qu'on pouvait deviner en m'observant simplement depuis la fenêtre. Peut-être que c'était une coïncidence, me suis-je dit. Peut-être qu'il avait remarqué un détail sans grande importance, mais, au fond de moi, quelque chose ne tournait pas rond. Les jours qui ont suivi cette première rencontre avec Jean-Pierre, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une certaine méfiance à son égard. Je ne savais pas pourquoi, mais chaque fois que je sortais de chez moi, je sentais son regard posé sur moi. Ce n'était peut-être que mon imagination, mais chaque fois que je passais devant sa maison, ses rideaux semblaient légèrement bouger, comme s'il m'observait. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, je remarquai quelque chose d'étrange. Les lumières de chez Jean-Pierre clignotaient, s'allumant et s'éteignant à des intervalles irréguliers. J'avais l'impression d'assister à une sorte de code secret, un signal que je ne pouvais pas comprendre. Plus inquiétant encore,
Lorsque je montais dans ma chambre, j'aperçus une ombre passer rapidement devant la fenêtre de sa maison, comme si quelqu'un m'observait depuis le salon. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et j'ai éteint la lumière, espérant me fondre dans l'obscurité. Ce sentiment de malaise grandissait chaque jour. Jean-Pierre devenait de plus en plus bavard, et ses remarques, toujours anodines, me mettaient mal à l'aise. Il mentionnait des choses que personne ne pouvait savoir. « Tu t'es endormi tard hier, non ? J'ai vu la lumière de ta chambre s'éteindre vers minuit. » Comment pouvait-il savoir cela ? Je me demandais s'il passait ses soirées à m'espionner. Mes doutes se transformaient peu à peu en certitude, et je commençais à surveiller chaque mouvement autour de moi. Je me sentais comme un animal traqué, toujours observé. J'avais beau chercher, je ne trouvais aucune preuve concrète. Pourtant, je savais que quelque chose clochait, que Jean-Pierre cachait quelque chose. Une nuit, incapable de trouver le sommeil à cause de l'inquiétude qui me rongeait, j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai commencé par fouiller minutieusement chaque pièce de ma maison, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Et c'est là que je l'ai vu. Un petit appareil caché dans un coin de ma bibliothèque, presque invisible. Une minuscule caméra pointée directement vers mon salon. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Combien de temps était-elle là ? Qui l'avait installée ? Je l'ai arrachée avec précaution et, pris de panique, j'ai commencé à fouiller chaque recoin de la maison. Une autre caméra dans la cuisine, dissimulée derrière un pot de fleurs. Puis une dans la chambre, placée dans une grille d'aération. Chaque découverte renforçait mon sentiment d'être constamment observé. Je savais que Jean-Pierre était derrière tout cela. Tout concordait. Mais comment était-il parvenu à installer ces caméras chez moi ? J'ai repensé aux fois où je laissais mes fenêtres entr'ouvertes, ou aux jours où je n'étais pas à la maison. Il avait dû trouver un moyen de s'introduire discrètement. Ma tête tournait. Je n'étais pas le seul. Si Jean-Pierre avait installé des caméras chez moi, il devait en avoir mis dans les maisons des autres voisins aussi. À ce stade, je devais savoir jusqu'où allait sa surveillance. Une nuit, je me suis aventuré hors de chez moi, traversant discrètement la rue. Je me suis approché de sa maison, où tout était étrangement silencieux. Par une fenêtre du sous-sol, j'ai aperçu des dizaines d'écrans, chacun affichant des images de différentes maisons du quartier. Jean-Pierre ne nous espionnait pas seulement, il nous contrôlait, il observait chaque aspect de nos vies, sans que personne ne le soupçonne. Je ne pouvais plus rester là sans rien faire. Il fallait que je confronte Jean-Pierre. Le lendemain matin, je me suis rendu chez lui, le cœur battant à tout rompre. Lorsque j'ai frappé à sa porte, il a ouvert avec son habituel sourire amical, comme s'il n'y avait rien d'anormal. « Salut Henri, comment ça va ce matin ?» Je n'ai pas pu contenir ma colère. « Arrête de jouer les innocents, Jean-Pierre. Je sais ce que tu fais. Les caméras, je les ai trouvées. Tu surveilles tout le monde, tu m'espionnes chez moi. » Mes mots étaient pleins de fureur, mais Jean-Pierre ne broncha pas. Il haussa simplement les épaules, comme si je venais de faire une remarque banale. « C'est pour ta sécurité, Henri. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Tout le monde est surveillé, tout le monde est protégé. » Son calme glaçant m'a déstabilisé. Il parlait d'une voix douce, presque apaisante, comme s'il essayait de me convaincre que tout ceci était normal, que j'étais dans l'erreur. « Tu devrais me remercier. Grâce à moi, tu es en sécurité. Tout est sous contrôle. » Je me suis senti pris dans une toile invisible. Jean-Pierre manipulait chaque situation à la perfection. Quand j'ai menacé d'aller à la police, il a éclaté de rire. « Tu penses vraiment qu'ils te croiront ? Un homme paranoïaque qui dit être espionné par son voisin ? Et si, au contraire, il découvrait chez toi des choses,
compromettante. Il souriait en disant cela, et une froide réalité m'a frappé. Il contrôlait non seulement ma vie, mais aussi ma réputation, ma sécurité, tout. À partir de ce moment, tout est devenu un jeu mental. Jean-Pierre s'amusait à me pousser dans mes retranchements. Des messages anonymes apparaissaient sur mon téléphone, des bruits étranges résonnaient la nuit. J'étais constamment sur le qui-vive, incapable de savoir quand il allait frapper le prochain coup. Il semblait toujours savoir ce que j'allais faire avant même que je prenne une décision. Je savais que je devais agir vite, avant que Jean-Pierre ne pousse les choses trop loin. J'avais envisagé de partir, de fuir cette rue maudite, mais je savais qu'il ne me laisserait pas m'en sortir aussi facilement. Une nuit, alors que l'air était lourd et que le silence pesait, j'ai décidé d'en finir. Si je ne pouvais pas le dénoncer à la police, je devais le confronter une dernière fois, physiquement cette fois-ci. Je me suis approché de sa maison, armé d'une simple lampe torche et d'un couteau que j'avais pris dans ma cuisine. L'adrénaline me poussait en avant, mais au fond de moi, je sentais la peur grandir. Alors que je contournais la maison, cherchant une entrée discrète, la porte s'est ouverte brusquement. Jean-Pierre se tenait là, comme s'il m'attendait. « Henri, pourquoi te cacher dans l'ombre » Sa voix était calme, trop calme. Avant même que je puisse réagir, il m'a saisi par le bras et m'a tiré à l'intérieur. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas un jeu pour moi, c'est la réalité. » Sa force m'a surpris, et je me suis retrouvé à lutter pour me libérer. Dans la pénombre de son salon, je voyais les écrans illuminant faiblement la pièce. Ils montraient les images en direct de toutes les maisons du quartier, y compris la mienne. Mon sang s'est glacé. Dans la lutte, je suis parvenu à lui porter un coup avec le couteau. Jean-Pierre a poussé un cri étouffé et est tombé au sol. Mon souffle était court, mes mains tremblaient, mais il était à terre. C'était terminé. Ou du moins, c'est ce que je croyais. En sortant précipitamment de la maison, je me suis retourné une dernière fois pour voir ses yeux, toujours fixés sur moi, un sourire tordu aux lèvres. « Tu penses que c'est fini, Henri? Ce n'est que le début. » Ces mots m'ont hanté alors que je m'enfuyais dans la nuit. Je ne savais plus si j'étais réellement libre ou si j'étais simplement tombé dans un piège plus profond. Depuis ce jour, même en quittant cette rue maudite, je ne me sens jamais seul. Je m'appelle Claire, et j'ai toujours rêvé de vivre à la campagne, loin du tumulte de la ville. Après des mois de recherche, j'ai enfin trouvé la maison parfaite. C'est une vieille bâtisse en pierre, située au bout d'un chemin de terre, entourée de bois denses. L'endroit est isolé, mais c'est exactement ce que je cherchais. Un refuge, un endroit où je pourrais écrire et me retrouver. Dès que j'ai posé les pieds dans cette maison, j'ai ressenti une étrange sensation. Les murs semblaient chargés d'histoire, et l'atmosphère, bien que paisible, avait un je ne sais quoi d'inquiétant. Mais j'ai balayé ces pensées, me concentrant sur le bonheur d'avoir enfin trouvé mon petit coin de paradis. Le village le plus proche, où je suis allé faire quelques courses, est à environ 5 kilomètres de la maison. C'est là que j'ai rencontré mes deux seuls voisins, Monsieur et Madame Dupont, un couple d'une 60aine d'années. Ils habitent à 2 kilomètres, dans une maison qui, bien que visible de la mienne, semble aussi isolée que la mienne. Lors de notre première rencontre, ils ont été accueillants, mais aussi étrangement prudents. Alors que nous discutions, Madame Dupont a mentionné quelque chose qui m'a paru bizarre. « Ne regardez jamais par la fenêtre la nuit », m'a-t-elle dit, avec un air grave. J'ai ri, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais son regard sérieux m'a fait frissonner. J'ai voulu poser des questions, mais elle a rapidement changé de sujet et j'ai décidé de ne pas insister. En retournant chez moi ce soir-là, les mots de Madame Dupont résonnaient dans ma tête. Pourquoi ne devrais-je pas regarder par la fenêtre la nuit? Qu'y avait-il dehors qui justifierait un tel avertissement?
Les premières nuits dans la maison se sont déroulées sans incident majeur. Je me sentais de plus en plus chez moi, bien que l'idée de l'avertissement de Madame Dupont continuait à me perturber. Chaque soir, en fermant les rideaux, je me demandais ce qu'il pourrait y avoir à l'extérieur, mais je résistais à la tentation de regarder. Cependant, après une semaine, la curiosité a commencé à prendre le dessus. Les nuits étaient incroyablement silencieuses, à tel point que je pouvais entendre le bruissement des feuilles et parfois de légers craquements venant des bois. Cette tranquillité, qui avait d'abord été apaisante, commençait à devenir oppressante. Le sentiment que quelque chose se cachait dans cette obscurité grandissait en moi, une peur irrationnelle, mais impossible à ignorer. Une nuit, alors que je peinais à trouver le sommeil, une idée m'a traversé l'esprit. Et si je jetais juste un coup d'œil, qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Je savais que c'était stupide, mais cette question me hantait. Pourquoi un simple regard serait-il dangereux? Je me suis levé doucement de mon lit, en essayant de faire le moins de bruit possible. Mes pieds nus ont frôlé le sol froid, et j'ai senti mon cœur battre de plus en plus fort à mesure que je m'approchais de la fenêtre. Je suis resté un moment devant les rideaux fermés, hésitant entre la raison et cette curiosité presque maladive. Puis, d'un geste hésitant, j'ai écarté un coin du rideau. Dehors, la nuit était aussi noire que du charbon, éclairée uniquement par la faible lumière de la lune. Mon regard a parcouru le jardin, essayant de distinguer quelque chose dans cette obscurité profonde. Au début, je n'ai rien vu d'inhabituel. Tout était calme, trop calme. Puis, mes yeux ont été attirés par une silhouette, debout au bord de la propriété voisine. Immobile, presque invisible dans l'obscurité, elle semblait me fixer. Une vague de peur glaciale m'a traversé. Qui était-ce? Que faisait-il là à cette heure? J'ai reculé brusquement, laissant retomber le rideau. Mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que je venais de voir? Je me suis réveillé en sursaut le lendemain matin, le souvenir de ce que j'avais vu encore frais dans mon esprit. J'essayais de me convaincre que j'avais imaginé cette silhouette, que c'était simplement un jeu d'ombre ou un effet de la fatigue. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Toute la journée, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette figure sombre. Je passais en revue ce que j'avais vu, ou plutôt ce que je pensais avoir vu. Cette silhouette était si immobile, si silencieuse. Et surtout, ce qui m'avait le plus marqué, c'était la façon dont elle semblait me fixer, même à travers l'obscurité. J'ai fini par me persuader qu'il s'agissait simplement d'un voisin curieux ou d'un promeneur tardif. Mais alors, pourquoi M. Dupont avait-il nié avoir vu quoi que ce soit de particulier dans les parages? Il avait paru si nerveux, si évasif. Cette nuit-là, je ne pouvais pas fermer l'œil. Chaque bruit, aussi infime soit-il, me faisait tressaillir. J'étais tourmenté par la peur que cette silhouette revienne, qu'elle s'approche encore plus de la maison. Et pourtant, je savais que je n'aurais pas la force de regarder par la fenêtre une nouvelle fois. Alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, j'ai pris une décision. Le lendemain, j'irai voir M. Dupont pour lui parler de ce que j'avais vu. Peut-être que s'il comprenait que je ne voulais pas causer de problème, il accepterait de me dire ce qu'il savait réellement. Parce que clairement, il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas révéler. Avec cette résolution en tête, j'ai fini par sombrer dans un sommeil agité, hanté par l'image de cette figure sombre qui semblait me guetter dans l'obscurité. Le lendemain, je me suis levé avec une détermination nouvelle. Je devais parler à M. Dupont. J'avais besoin de réponses, d'une explication, de quelque chose qui pourrait apaiser la peur grandissante en moi. Alors, après avoir rassemblé mon courage, j'ai pris la route vers la maison des Dupont. Quand j'ai frappé à leur porte, c'est M. Dupont qui m'a ouvert. Son visage, habituellement amical, semblait encore plus fermé que d'habitude.
Il m'a invité à entrer, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui me mettait mal à l'aise. Nous nous sommes assis dans leur salon, et je n'ai pas tardé à lui raconter ce que j'avais vu. J'ai essayé de ne pas paraître trop alarmiste, en expliquant que j'avais peut-être juste vu une ombre ou quelque chose d'innocent. Mais à mesure que je parlais, je voyais son expression changer. Il détournait le regard, ses mains tremblaient légèrement, et sa voix, lorsqu'il a répondu, était pleine de nervosité. « Claire, je pense que vous avez dû voir un animal ou peut-être un promeneur. Il n'y a rien de dangereux ici, a-t-il balbutié. Mais ces mots ne collaient pas à l'expression de terreur que je pouvais lire dans ses yeux. Je n'ai pas insisté, mais quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Monsieur Dupont savait quelque chose, c'était évident. Ce n'était pas seulement une ombre ou un promeneur, il y avait quelque chose de sinistre, quelque chose dont il avait peur, mais qu'il ne voulait ou ne pouvait pas me dire. En quittant la maison des Dupont, je me sentais encore plus perturbé qu'avant. L'idée que mon voisin, quelqu'un que j'aurais voulu considérer comme un allié, cachait quelque chose d'aussi effrayant, m'a plongé dans une angoisse profonde. Alors que je rentrais chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil vers le jardin de M. Dupont. Tout semblait normal en plein jour, mais l'image de cette silhouette figée dans la nuit restait gravée dans mon esprit. Quoi que ce soit, je savais maintenant que je ne pouvais plus compter sur mes voisins pour m'en protéger. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison est devenue de plus en plus oppressante. Chaque nuit, je m'endormais avec la peur au ventre, craignant de revoir cette silhouette, de sentir à nouveau ce regard pesant sur moi. Je me suis mis à fermer tous les volets dès le coucher du soleil, essayant de me convaincre que cela me protégerait de ce que j'avais vu. Mais malgré toutes mes précautions, l'inquiétude ne faisait que grandir. Les bruits de la nuit semblaient de plus en plus proches, presque comme si quelque chose rôdait autour de la maison. Un soir, alors que j'étais assise dans le salon, j'ai entendu des pas dans le jardin. Mon cœur s'est arrêté. J'ai éteint les lumières et suis resté là, dans l'obscurité totale, à écouter. Les pas se rapprochaient, lents, mesurés, comme si quelqu'un ou quelque chose prenait son temps. Je savais que je ne devais pas regarder, que braver cet interdit pourrait être fatal, mais la peur me poussait à agir. Je me suis approché de la fenêtre, l'angoisse me serrant la gorge. À travers les volets entr'ouverts, j'ai jeté un coup d'œil. Là, juste devant ma fenêtre, se tenait la silhouette. Mais cette fois, elle était bien plus proche, si proche que je pouvais presque distinguer ses traits. Un visage pâle, sans expression, qui me fixait avec des yeux vides et sombres. C'était comme si elle attendait quelque chose de moi, comme si elle voulait que je fasse un pas de plus vers elle. Je me suis figé, incapable de bouger ou de crier. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde se transformant en une éternité. Puis, sans un bruit, la silhouette a disparu dans l'obscurité, me laissant seul avec ma terreur. Cette nuit-là, j'ai compris que la règle des Dupont n'était pas simplement une superstition. Personne ne brise la règle et vit pour en parler. Cette présence, quoi qu'elle soit, se rapproche de plus en plus chaque nuit, et je sais que bientôt, elle ne se contentera plus de rester à l'extérieur. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, incapable de fermer l'œil. Et à présent, je redoute la tombée de la nuit, car je sais qu'elle reviendra. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir, combien de temps je pourrai résister à cette terreur grandissante. Mais une chose est certaine, je ne suis plus en sécurité dans cette maison, et je crains qu'il ne soit déjà trop tard pour fuir. Je m'appelle Louis Dupont. J'ai toujours apprécié la tranquillité de mon appartement au 3e étage d'un vieil immeuble parisien. Situé dans le Marais, ce quartier respire l'histoire et les murs de cet immeuble semblent murmurer des récits du passé à ceux qui savent écouter.
Depuis que j'ai emménagé ici, il y a 5 ans, ma vie a suivi une routine confortable. Je me réveille chaque matin à 6 heures, prépare mon café et lis Le Monde avant de me rendre au bureau. Le soir, après une journée de travail, je rentre chez moi, ferme la porte derrière moi et savoure le calme de mon petit chez-moi. Mais récemment, quelque chose a changé. C'était subtil au début. Je me souviens avoir cherché mes clés pendant une éternité, pour finalement les retrouver posées sur la table de la cuisine, un endroit où je suis certain de ne jamais les avoir laissées. Puis, il y a eu ce livre, Les Fleurs du Mal, que je gardais toujours sur ma table de chevet. Un matin, il avait disparu, seulement pour réapparaître 3 jours plus tard, posé soigneusement sur mon fauteuil préféré. J'ai tenté de me convaincre que c'était simplement mon esprit qui me jouait des tours. Après tout, on peut facilement se distraire et oublier où l'on pose ses affaires. Mais plus ces incidents se multipliaient, plus un sentiment étrange s'installait en moi. Une impression que quelque chose ou quelqu'un jouait avec moi, juste à la limite de ma perception. Les choses ont commencé à devenir vraiment troublantes lorsque j'ai remarqué que mes portes et fenêtres n'étaient plus comme je les avais laissées. Chaque soir, avant de me coucher, j'avais l'habitude de faire un tour de l'appartement, vérifiant que tout était bien verrouillé. C'était une habitude née d'une légère inquiétude, mais jamais d'une véritable peur. Cependant, un matin, j'ai découvert la porte de ma chambre entr'ouverte, alors que je me souvenais parfaitement l'avoir fermée avant de me coucher. La même chose est arrivée avec la fenêtre du salon que j'avais soigneusement fermée la veille à cause du vent frais d'octobre. Le matin suivant, elle était légèrement ouverte, laissant entrer un courant d'air froid qui me glaça sur place. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait librement chez moi, effaçant soigneusement toute trace de son passage, sauf ces détails infimes mais perturbants. Je me suis mis à observer mes voisins avec plus d'attention, espérant trouver une explication logique à tout cela. Parmi eux, un en particulier a capté mon attention. Un homme d'une 50aine d'années, que personne ne semblait vraiment connaître. Son appartement, juste en face du mien, avait toujours ses lumières allumées, mais jamais je ne l'avais vu entrer ou sortir. Au début, j'ai pensé que j'avais simplement manqué ses allées et venues, mais plus je faisais attention, plus je réalisais que cet homme était une énigme. Chaque fois que je passais devant sa porte, je ressentais un malaise indescriptible, comme si quelque chose de sombre émanait de cet endroit. Mais ce n'était que le début de mon cauchemar. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé une note posée sur ma table de cuisine. Mon cœur s'est immédiatement serré en voyant ces mots écrits à la main. « Ne me cherche pas, mais je te vois ». La simplicité de cette phrase, combinée à l'horreur de la situation, m'a glacé le sang. Quelqu'un était entré chez moi, quelqu'un savait exactement ce que je faisais quand je n'étais pas là et surtout me surveillait. Je me suis précipité vers la porte pour vérifier si elle était encore verrouillée. Elle l'était. Comment cette note avait-elle pu apparaître ? Qui aurait pu entrer chez moi sans laisser de traces, sans que je m'en rende compte ? Je me sentais piégé, comme si un filet invisible se resserrait lentement autour de moi. Ma première réaction a été de vérifier chaque pièce de l'appartement, en cherchant un signe de l'intrus. Rien, pas la moindre indication d'une effraction. Les fenêtres étaient toujours fermées, et la serrure de la porte d'entrée ne montrait aucun signe de forçage. C'était comme si cette note avait simplement apparu. Le sentiment d'être constamment observé, que j'avais essayé d'ignorer pendant des jours, devenait maintenant insupportable. Il était clair que celui qui avait laissé cette note connaissait mes moindres faits et gestes. Je ne pouvais plus rester passif. Poussé par une peur grandissante, j'ai décidé de découvrir qui était cet étrange voisin. Les autres locataires semblaient l'ignorer, évitant même de parler de lui. Plus je demandais, plus je me heurtais à des silences gênés ou à des réponses évasives. Chaque jour, en rentrant chez moi,
Je m'attendais à trouver une nouvelle note, un autre signe de cette présence malsaine. Mais ce que j'ignorais, c'est que l'horreur ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi la découverte de la note ont été marqués par une tension insupportable. Je me sentais constamment épié, même dans les moments les plus intimes. Ma routine habituelle était désormais remplie de suspicions et de peur. Mais ce que je craignais le plus, c'était ce voisin mystérieux. Qui était-il vraiment? Pourquoi personne ne semblait en savoir davantage sur lui? Un soir, décidé à mettre un terme à cette angoisse, j'ai attendu dans l'obscurité de mon appartement, les yeux fixés sur la porte de cet homme. J'espérais enfin le voir sortir, le confronter, lui demander des explications. Les heures passaient, et pourtant, aucune ombre ne se dessinait sous sa porte, aucun son ne trahissait une présence à l'intérieur. Mais alors que je commençais à baisser ma garde, j'ai senti un changement dans l'air, comme une présence qui se déplaçait autour de moi, invisible. Pris d'un élan de courage ou peut-être de désespoir, j'ai décidé de pénétrer dans son appartement. La porte, étrangement, n'était pas verrouillée. À l'intérieur, je fus frappé par le silence oppressant et la froideur de l'air. L'appartement était impeccablement rangé, presque clinique, mais dénué de toute chaleur humaine. Les murs étaient nus, à l'exception d'une vieille photographie encadrée montrant un homme qui ressemblait étrangement à mon voisin, mais bien plus jeune. Alors que je continuais à explorer, je suis tombé sur quelque chose d'encore plus troublant. Une série de journaux intimes soigneusement rangés dans un tiroir. Chaque page racontait l'histoire d'une personne différente, toutes décrivant des événements similaires aux miens, des objets déplacés, des notes laissées et ce sentiment écrasant d'être observé. À mesure que je lisais, une vérité glaçante s'est imposée. Cet homme, ou plutôt cette entité, avait vécu dans ce bâtiment pendant des décennies, se nourrissant de la peur de ceux qu'il surveillait. Soudain, j'ai entendu un léger grincement derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais il n'y avait personne. Pourtant, je savais que quelque chose était là, tout près. C'était une présence invisible, insaisissable, qui semblait se délecter de ma terreur. Je n'avais jamais ressenti une telle peur, un tel sentiment d'impuissance. À partir de ce moment-là, ma vie a basculé dans un cauchemar permanent. Chaque coin de mon appartement, chaque ombre, chaque son anodin devenait une menace potentielle. Je me sentais traqué, pourchassé par quelque chose que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Mes nuits étaient tentées par des cauchemars où cette présence invisible s'approchait de moi, me murmurant des mots incompréhensibles, remplis de haine et de malveillance. J'ai tenté de m'échapper, de quitter cet endroit maudit, mais quelque chose m'en empêchait à chaque fois. Que ce soit une porte qui refusait de s'ouvrir ou un sentiment irrésistible de terreur qui me paralysait, je ne pouvais pas partir. J'étais piégé, prisonnier de cet appartement, devenu une cage. Finalement, je n'avais plus de repères. Le temps semblait s'étirer, se tordre autour de moi, chaque journée se confondant avec la suivante. J'ai cessé de dormir, de manger. Je passais mes heures à errer dans mon propre appartement, incapable de trouver une échappatoire à cette présence malveillante qui se faisait de plus en plus oppressante. Et puis, un jour, je me suis réveillé dans un endroit qui n'était pas chez moi. Les murs étaient nus d'un blanc éclatant, et je pouvais entendre le bourdonnement lointain d'une ventilation. Je réalisais avec horreur que j'étais à l'hôpital. Les médecins disaient que je m'étais effondré dans la rue, hurlant des choses incohérentes. Ils parlaient de paranoïa, de stress extrême, mais je savais que ce n'était pas ça. De retour chez moi, tout avait changé. Mon appartement était exactement comme je l'avais laissé, mais je pouvais sentir que cela n'était plus là. Pourtant, une peur viscérale me rongeait encore. Chaque nuit,
Je me réveille en sursaut, persuadé que je suis de nouveau observé. Finalement, je ne pouvais plus supporter cette incertitude. Un matin, je suis parti sans laisser de traces, disparaissant comme tant d'autres avant moi. Et maintenant, qui sait, peut-être que c'est vous que cette chose observe. Peut-être que c'est votre porte qui se trouve légèrement entr'ouverte ou vos clés qui ont mystérieusement disparu. Faites attention, car même si vous ne le voyez pas, il vous voit toujours. Dès que nous avons posé nos cartons dans la nouvelle maison, j'ai ressenti une drôle de sensation. C'était censé être un nouveau départ pour Mathias et moi, dans ce petit quartier calme en périphérie de la ville, mais quelque chose clochait. La maison était charmante, l'endroit tranquille, et pourtant, il y avait ce malaise subtil, presque imperceptible. Nos voisins, Antoine et Émilie, sont venus nous accueillir peu après notre arrivée. Antoine était grand, un peu trop mince, avec un sourire qui ne semblait jamais atteindre ses yeux. Émilie, elle, avait un regard fuyant, comme si elle s'efforçait de ne pas nous regarder trop longtemps. Ils étaient polis, chaleureux même, mais quelque chose dans leur comportement me mettait mal à l'aise. Pendant qu'ils parlaient avec Mathias, je ne pouvais m'empêcher de sentir une tension étrange entre eux, comme s'ils cachaient quelque chose. Antoine mentionnait souvent que le quartier était tranquille, parfois trop calme, mais il y avait une intonation dans sa voix, comme une mise en garde déguisée en plaisanterie. Cette première rencontre m'a laissé perplexe. Rien de concret, juste cette intuition que quelque chose n'allait pas. La première nuit dans notre nouvelle maison, c'est là que tout a commencé. Il devait être autour de minuit quand j'ai entendu un bruit étrange. Au début, c'était faible, presque imperceptible, mais cela devenait de plus en plus distinct. Des coups sourds, comme si quelqu'un frappait contre un mur. J'ai pensé que cela venait de la rue, ou peut-être d'un animal, mais rapidement, Mathias s'est redressé dans le lit, tendu, lui aussi avait entendu. Les bruits venaient de la maison d'Antoine et Émilie, nos voisins. C'était comme des battements irréguliers, entrecoupés de cris, de longs gémissements étouffés, presque inhumains. Mon cœur s'est serré. Mathias a voulu aller voir, mais je l'ai arrêté. Ils doivent juste se disputer, ce n'est rien, lui ai-je murmuré, même si moi-même je n'y croyais pas. Au matin, quand nous avons croisé Antoine et Émilie en sortant, ils étaient calmes, comme si de rien n'était. Émilie nous a même souri timidement, comme si les hurlements de la nuit n'avaient jamais existé. J'ai tenté de chercher des indices dans leurs regards, dans leurs gestes, mais rien. Ils étaient trop normaux. Les nuits suivantes, c'était la même chose. Des cris étouffés, des bruits de coups qui résonnaient à travers les murs, toujours venant de la maison d'Antoine et Émilie. Chaque matin, ils nous saluaient avec leur sourire figé, comme si tout était parfaitement normal. Mais Mathias et moi savions que quelque chose ne tournait pas rond. Nous avons commencé à observer discrètement. Les volets de leur maison étaient toujours fermés, peu importe l'heure de la journée. Ils ne sortaient presque jamais. Parfois, je restais debout près de la fenêtre, à regarder leur porte d'entrée, espérant les voir partir. Mais rien. C'était comme s'ils étaient enfermés dans leur propre maison. Un soir, poussés par l'inquiétude, nous avons fait des recherches. En fouillant sur Internet, nous avons découvert que la maison de nos voisins avait une histoire sombre. Il y avait des rumeurs à propos d'un ancien propriétaire qui aurait pratiqué des rituels étranges, des rites occultes. L'idée nous a semblé absurde au début, mais plus nous creusions, plus les détails devenaient troublants. Plusieurs anciens occupants avaient quitté la maison après avoir vécu des événements inexplicables. Et plus effrayant, c'est que toutes ces histoires mentionnaient des bruits, des cris et des coups, exactement comme ceux que nous entendions chaque nuit. C'était une nuit où les bruits étaient particulièrement violents. Mathias, exaspéré,
a décidé d'aller confronter Antoine. Il est sorti en trombe de la maison, et malgré ma réticence, je l'ai suivi. Quand nous avons frappé à leur porte, Antoine a ouvert presque immédiatement, comme s'il nous attendait. Il nous a regardés, le visage plus pâle que jamais, et avant même que nous puissions parler, il a murmuré « Je savais que vous viendriez ». Je me suis figé. Mathias a exigé des réponses, mais Antoine n'a rien dit pendant de longues secondes. Finalement, d'une voix tremblante, il nous a raconté leur histoire. Il y a des années, lui et Émilie ont participé à un rituel, un acte désespéré pour se protéger d'une force qu'ils ne comprenaient pas. Mais quelque chose a mal tourné. Ils ont libéré une entité, une présence maléfique qui s'est liée à leur maison. Elle se nourrit de peur, de douleur, et depuis ce jour, ils ne sont plus jamais en paix. Antoine nous a regardés avec des yeux hantés et a chuchoté « Elle vous a remarqué, elle vous veut maintenant ». J'ai senti un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Tout faisait sens, les bruits, les cris, leur comportement étrange. Nous avions été attirés dans ce piège sans le savoir, et cette chose ne comptait pas nous laisser partir. Après cette révélation terrifiante, Mathias et moi sommes rentrés précipitamment chez nous, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Mais à peine la porte fermée, quelque chose a changé. La maison, notre refuge, semblait soudain plus étouffante, plus sombre. Les ombres dans les coins paraissaient bouger, se rapprocher. La présence, celle dont Antoine avait parlé, était là, avec nous. Les bruits ont commencé, mais cette fois, ils n'étaient pas seulement à côté. Ils étaient tout autour de nous. Des coups contre les murs, contre les fenêtres, comme si quelque chose cherchait à entrer. Mathias a tenté d'appeler à l'aide, mais son téléphone ne captait plus de réseau. Désespérés, nous avons tenté de fuir, mais la porte d'entrée refusait de s'ouvrir, comme si elle était verrouillée de l'intérieur. C'est alors que j'ai vu la silhouette. Dans l'ombre du couloir, une figure sombre, indistincte, mais définitivement présente. Elle se mouvait lentement, avec une intention froide et calculée. La terreur m'a paralysé. Mathias a essayé de me tirer vers la fenêtre, mais mes jambes refusaient de bouger. La présence s'approchait, son souffle glacé emplissant la pièce. Dans un ultime élan de survie, nous avons réussi à briser une fenêtre et à nous enfuir dans la nuit froide, les pieds ensanglantés sur les éclats de verre. En courant, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Dans l'obscurité, j'ai vu Antoine et Émilie nous observer depuis leur fenêtre, leur visage déformé par une tristesse résignée. Ils savaient que nous ne pourrions jamais vraiment fuir. Ce soir-là, nous avons quitté la ville sans nous retourner. Mais parfois, au milieu de la nuit, quand tout est silencieux, j'entends encore ces coups, comme si quelque chose n'avait pas fini avec nous. Si vous avez aimé les histoires, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Si vous avez un témoignage à partager, laissez-le dans les commentaires. Qui sait, il pourrait apparaître dans la prochaine vidéo.